Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir, comme chaque semaine, que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Nous en sommes aujourd'hui à l'épisode 276 et c'est une capsule que j'ai plaisir à vous proposer. C'est aussi un plaisir de retrouver Bruno pour discuter d'un sujet clé pour vos performances et c'est une question proposée par Bastien, un fidèle auditeur que je remercie. Et je vous laisse, sans plus attendre, prendre connaissance de sa question. Bonjour. Sur les courses sur route, notamment sur marathon, les tactiques de course à adopter sont toujours une question importante. Certains ont comme principe de partir sur la bonne allure et être constant toute la course, mais on parle également beaucoup de negative split, donc courir la deuxième moitié de course plus rapidement que la première. Et la chercheuse Véronique Billat a un concept de variation d'allure qui serait spécifique aux coureurs. Alors, quelle est la meilleure tactique ? Quelle est la plus efficace ou la plus économe sur ces courses sur route ? Entre le positive split, le negative split, les variations d'allure comme le préconise Véronique Billat ou encore la régularité, méthode préférée et prônée par Bruno, quelle option choisir et pourquoi ? Ensemble, nous allons explorer ces approches illustrées par des exemples concrets. Que vous soyez adepte du calcul précis ou que vous couriez au feeling, cet épisode vous donnera les clés pour optimiser vos performances et atteindre vos objectifs. Et bien sûr, nous voulons connaître vos avis. Quelle stratégie vous allez privilégier en compétition ? Rejoignez nos discussions sur les réseaux. Il est temps pour moi de vous laisser profiter de cette capsule L'œil du coach avec Bruno. Comment gérer son allure en course ? Construisez une stratégie gagnante. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule L'œil du coach et on va répondre donc à la question de cet auditeur. Qu'est-ce qu'il va être bon d'utiliser en course comme stratégie d'allure ? Entre le négatif, le positive split, la variation d'allure prônée par Véronique Billat, ou bien la régularité, qui est plus l'école Bruno Heuby. Alors, Bruno, je te souhaite la bienvenue, et puis on va pouvoir en discuter pour apporter des réponses concrètes à nos auditeurs. Salut Seb, oui, c'est un sujet très intéressant. Il y a plein de choses à dire, ça va être passionnant. Pour toi, Bruno, cette gestion de l'allure en course, est-ce que c'est vraiment un facteur de performance pour atteindre un chrono à l'arrivée d'une compétition ? Oui, pour moi, c'est vraiment... J'ai coutume de dire que ce qui va permettre à quelqu'un d'être performant, quel que soit son niveau, hein, c'est bien sûr de développer ses qualités, de s'entraîner régulièrement, mais aussi ce qui fait la force de celui qui réussit, c'est d'être présent le jour J, de savoir répondre présent le jour J, et ça, c'est pas donné à tout le monde, et c'est souvent ce trait de caractère qu'on a chez les gens qui réussissent, qui performent. Alors, une fois encore, hein, il n'est pas question de parler de sportifs de haut niveau, mais performer le jour J, ça fait partie de l'attirail, des qualités qu'on doit avoir pour réussir. Et l'illustration, elle est dans la gestion de course. Donc, être capable de bien gérer sa course, être capable de savoir le jour J, mettre en place la bonne stratégie, ça fait partie des facteurs de la performance. Alors, on parle de jour J, mais je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place bien avant. En amont, c'est à l'entraînement qu'on va pouvoir élaborer, affiner et peut-être définir cette stratégie de course avec des allures qui vont être travaillées, répétées à de nombreuses reprises. Voilà, c'est ça. En fait, il faut commencer par là, se fixer un objectif, à quelle vitesse on va le courir, et ensuite, une fois qu'on a essayé de déterminer son objectif, la performance qu'on est capable de réaliser avec le plus de précision possible, il y a plein d'outils pour ça, je pense que soit on y reviendra, soit on peut aller chercher dans d'autres capsules où on a expliqué comment déterminer son allure marathon, comment déterminer son allure 100 km, comment déterminer son allure de course. Donc, je renvoie à d'autres capsules qu'on a faites et sur lesquelles on a parlé de l'extrapolation de la performance, hein, comment je vais pouvoir prédire une performance et comment je vais me projeter dans un objectif. Donc, une fois qu'on a établi cet objectif, cette performance, là commence tout ce travail de l'allure de course qu'on va répéter. J'aime bien
dire aux sportifs que j'accompagne que cette allure, on doit être capable de la réaliser quasiment les yeux fermés. Il n'y a plus besoin de regarder la montre. On a complètement intégré cette vitesse de course parce qu'on l'a répété. Alors répéter, je le répète, c'est vraiment la séance clé de la phase spécifique quand on s'approche de l'objectif. C'est dans cette phase-là, dans les 8-10 semaines avant l'objectif, qu'on va répéter cette allure de course pour améliorer ce qu'on appelle l'efficience. On en a beaucoup parlé. Donc améliorer le rendement, améliorer le coût énergétique de la foulée, le coût énergétique du déplacement pour que celui-ci soit le plus bas possible. Donc la gestion de l'allure de course, ça passe aussi par la connaissance de l'allure de course, la répétition de l'allure de course pour améliorer son efficience et être capable le jour J de courir à cette allure-là le plus longtemps possible et si possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Est-ce que tu as en tête, Bruno, une course à laquelle tu aurais pris part ou un de tes athlètes aurait pris part avec un chrono qui est celui attendu, mais par contre, quand tu regardes un petit peu à l'intérieur la gestion de la course, là, c'est catastrophique. C'est pas du tout le plan qui aurait été choisi et mis en place. Alors, si c'est pas le plan qui a été choisi et mis en place, c'est rarement la performance qui est au bout. Alors, tu m'as demandé de citer des exemples. On en a un tout récent qu'on connaît bien, hein, c'est Nicolas qui a couru le marathon de Valence. L'objectif, c'était 2h45. Il est parti dès le début de course, précisément à cette allure, et il réalise 2h45 et quelques secondes. Donc, la performance était évaluée dès le départ. On avait fixé un objectif réaliste, accessible, hein, un record à 2h48, on vise 2h45. L'allure a été répétée à l'entraînement durant des semaines. L'entraînement, c'est aussi la validation de cette allure. Est-ce que mon objectif, il est vraiment accessible? Ben oui, parce que je vais vérifier, moi, en tant qu'entraîneur, à chaque séance spécifique, si l'allure est respectée. L'athlète va me dire si c'est facile ou pas. On va vérifier avec la courbe de fréquence cardiaque s'il y a de l'efficience. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui se prépare en amont. Et après, le jour J, la capacité de Nicolas, sa force, ça a été justement de ne pas se laisser déborder par l'événement, hein. C'était le marathon de Valence, donc un gros marathon avec un gros niveau de course, une densité de course très importante. La force du coureur qui réussit, c'est le jour J de rester dans sa bulle, d'appliquer la stratégie. Nicolas, c'est ce qu'il a fait et au final, au bout du compte, on a eu le résultat escompté et donc ce record et cette performance qui était très très proche à quelques secondes près de ce qu'on avait prévu. Donc là, c'est l'accomplissement parfait. Donc ça passe quand même au préalable par une fixation d'objectifs qui soit suffisamment réaliste, challengeant pour l'athlète, sans être trop simple. Donc on a déjà une construction d'objectifs pour aller définir cette allure et qu'elle soit tenable. Des personnes qui vont peut-être être trop ambitieuses sur une allure, forcément que la performance et que la gestion de course derrière ne sera pas possible parce que les capacités auront peut-être été surévaluées. C'est ça. Donc là, il y a vraiment un gros travail en amont, hein. Nous, les enseignants, hein, on sait, tu sais de quoi je parle. On a cette habitude, ce logiciel de se dire d'abord on évalue le sportif, on essaye de l'évaluer le mieux possible et en fonction de ses capacités physiques, on va établir avec un dialogue. Hein, c'est un dialogue avec l'athlète pour lui expliquer, pour donner du sens à ce qu'il va faire en lui disant voilà, moi je pense que l'objectif qui est accessible pour toi, c'est celui-là. Et les entraînements, les séances vont valider. On a plein d'outils qui vont permettre de dire voilà, on est vraiment dans le bon objectif. Nicolas, s'il n'avait pas réussi ces séances spécifiques, si j'avais eu des indicateurs dans l'analyse des séances en disant regarde ta fréquence cardiaque là, elle dérive beaucoup, ça va trop vite, tu n'es pas efficient, peut-être qu'il va falloir changer d'objectif. Donc là, il y a un vrai dialogue qui doit s'instaurer entre le coureur, l'entraîneur, pour que toutes ces données qu'on a, elles nous servent afin de déterminer le bon objectif et que quand l'athlète va prendre le départ, il sache que la stratégie qu'il va mettre en place, c'est logiquement la bonne et que ça va lui permettre d'aller jusqu'au bout. Une fois que le plan, Bruno, a été élaboré, que l'objectif global a été fixé, est-ce que ça t'arrive de le minorer si tu constates ces dérives, ces facteurs qui ne sont pas validés à l'entraînement? Ça, on peut l'entendre. Est-ce que ça t'arrive de rehausser peut-être un objectif chronométrique en disant là, finalement,
tu es à l'aise, c'est assez facile sur les séances que je te propose. Est-ce qu'on peut pas aller chercher un petit peu plus haut sur une marque chronométrique, que ce soit sur 10, semi ou marathon? Je le fais jamais, rarement pour ne pas dire jamais, parce que même si j'ai la conviction que l'athlète est capable de réaliser un petit peu mieux, généralement quand même, voilà, des athlètes comme Nicolas ou des athlètes qui sont capables de parfaitement respecter le tempo, c'est quand même difficile à trouver. Donc je me dis toujours que même si je sous-estime un peu le sportif, euh, il va avoir la possibilité pendant la course de réajuster. On va reprendre l'exemple du marathon. Au 30e kilomètre, au SMI, tout se passe bien, c'est normal. Donc là, c'est pareil, c'est un dialogue et c'est des explications qui se font bien en amont. Moi, j'explique aux coureurs que, ben oui, au semi-marathon, tu dois avoir l'impression que t'as pas couru. Donc si t'es facile au SMI, ben, c'est pas la peine de s'enflammer parce que la course n'a pas encore commencé. Au 30e, si vraiment tu sens que les sensations sont très très bonnes, peut-être que tu peux essayer d'augmenter légèrement la vitesse jusqu'au 35e et puis de voir ce que ça donne. Et puis après, du 35e au 42e, tu lâches les chevaux. Donc bien évidemment, il y aura peut-être une petite part de se dire ah, j'aurais pu faire mieux, j'aurais peut-être pu aller gratter quelques minutes, mais c'est tellement mieux de finir sa course en rattrapant les autres, en finissant sur une vitesse élevée. Il y a tellement de plaisir à finir comme ça plutôt que d'avoir pris un risque qui souvent va permettre, va contraindre à ralentir l'allure, à finir avec de moins bonnes sensations. Donc moi, je préfère toujours qu'on se sous-estime plutôt qu'on se surestime. Moi, à titre personnel, à chaque fois que je me suis sous-estimé, j'ai fait des performances. À chaque fois que je me suis surestimé, je me suis planté. Donc c'est difficile. On est quand même toujours sur le fil du rasoir. C'est pas évident. Moi, mes 2 meilleurs temps sur 100 km, quand je fais 6h51-25, je passe en 3h25 au 50e, voilà, c'est-à-dire que je fais le deuxième en 3h26. Et quand je fais 6h52, c'est la même chose. Je passe en 3h25, un peu plus, et puis je fais 3h26. Donc, mais jamais je pensais, quand je me suis lancé sur ces courses, que j'allais réaliser une telle performance. Et quand j'ai été gourmand et que je me suis dit, voilà, maintenant 6h50, on va tenter le 6h45, ben, il aurait peut-être fallu tenter le 6h48 parce que le 6h45, il est jamais passé. Et j'ai jamais fait 6h45. Donc, on est toujours, et bon, je donne mon exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. On peut prendre l'exemple d'athlètes de haut niveau, Kipchoge, qui est un modèle sur marathon depuis une dizaine d'années. Ses courses, elles sont d'une régularité, c'est limpide. On vient de voir le Français Étienne Daguinos qui a amélioré le record d'Europe du 10 km à quelques secondes près sur chaque kilomètre. Il est régulier, donc c'est pas juste de se dire j'ai la conviction que cette manière de courir est la meilleure. C'est que ça se voit sur le terrain et il y a des tas d'exemples qui montrent que c'est la régularité qui est un facteur de performance. Donc là, on peut conclure la capsule. On a répondu. Quelle est la meilleure stratégie de course? La régularité. J'en ai d'autres, des stratégies. On parle, Bruno, de négatif split, de positif split, de variation d'allure. On vient d'aborder un petit peu la régularité, mais on en reparlera juste après. Est-ce qu'il y a, selon toi, une bonne manière de mener sa course avec une stratégie qui serait la plus économique et la plus performante? On va peut-être détailler ce que l'on entend par négative, positive split et ses variations d'allure. Alors pour moi, le positive split, c'est-à-dire faire la première partie de la course plus rapide que la deuxième partie, ce n'est pas la performance, ce n'est pas la stratégie la plus performante, selon moi. Le negative split, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, surtout chez les marathoniens de très haut niveau, qui sont capables donc de partir sur des vitesses relativement inférieures à l'objectif qu'ils visent et qui finissent très très vite sur les 10 derniers kilomètres. Après là, je sais pas si c'est un modèle qu'on peut copier parce que sans vouloir jeter l'opprobre sur les marathoniens de haut niveau, je pense que ils ont peut-être à leur disposition des moyens que le coureur lambda n'a pas. Donc finir la course comme un avion en réaction avec une vitesse très élevée, je ne suis pas certain que ce soit à la portée de tout le monde. Néanmoins, viser une vitesse un peu plus lente dans la première partie pour finir plus vite, mais le negative speed, ça doit pas être
excessif. C'est-à-dire que si on vise 3 heures, on va passer en 1h31 et on va faire une 29. On va pas passer, si on vise 3 heures, on va pas passer en 1h35 parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne rattrapera jamais le retard prévu. Donc, le negative split, c'est quelques minutes. C'est pas très loin de la course régulière. Après, concernant les changements d'allure, très honnêtement, je vois pas comment ça peut fonctionner sur des distances sur route. Alors, ça fonctionne sur piste parce que sur piste, on a cette notion de gagner la course. Le chrono n'est pas prioritaire. Donc, on voit des stratégies de course avec des accélérations, des relâchements, des accélérations. Mais là, on est plus dans une course un peu à la cycliste où on va placer une accélération pour essayer de lâcher ses adversaires. Et puis, tous ces coureurs africains ont cette faculté naturelle de le faire parce que c'est leur façon de courir, c'est leur manière de s'entraîner aussi régulièrement. Donc, ils ont cette maîtrise des variations d'allure. Mais une fois encore, si on prend Kipchoge et qu'on prend tous ces temps par fraction de 5 km, par fraction de 10 km, il est d'une précision quasiment à la seconde près. Là, quand on parle de variation d'allure, on estime à combien ce cap entre l'allure la plus rapide et l'allure la plus lente? Est-ce que comme pour le negative split, on va être de l'ordre d'une minute? Alors là, pas une minute, parce que sur des vitesses, ça va être trop important, mais quelque chose qui va être relativement léger et qui ne passe pas de, 5 minutes au kilomètre à 4 minutes au kilomètre dans la fraction suivante. Non, voilà, si on regarde les temps de Kipchoge, alors Kipchoge c'est le marathon, Daguino c'est le 10 km, on pourrait prendre Jimmy Gressier sur semi-marathon, ça se joue à quelques secondes, la fourchette elle est vraiment très fine, Même que ce soit sur 10 km ou que ce soit sur marathon, on est sur quelques secondes, on est sur 3, 4, grand maximum 5 secondes. Alors les variations d'allure dont parle Véronique Billa, alors c'est une analyse presque microscopique, c'est-à-dire que elle parle de variations d'allure à l'intérieur d'un 10 km. Donc moi, je n'ai pas les compétences qu'a Véronique pour analyser la vitesse de course d'un coureur 100 mètres par 100 mètres, puisque a priori c'est à l'intérieur même d'un kilomètre qu'il y a des variations d'allure. Ça ne m'étonne pas. Je veux dire qu'un sportif, qu'un coureur à pied n'arrive pas à maintenir pendant 42 km la vitesse identique, je pense que c'est normal. Il y a des variations d'allure parce que déjà le parcours n'est pas forcément linéaire. Et puis oui, à un moment, on va peut-être souffler, se relâcher pour mieux repartir. Donc, mais elles sont microscopiques, ces variations. Je vais pas parler à la place de Véronique parce que je suis mal placé pour le faire, mais ce sont des variations microscopiques sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Et donc là, c'est impossible pour un coureur. Enfin, moi, je ne sais pas le faire, et Dieu sait que pourtant, je suis un chantre de la vitesse régulière. Je serais incapable de gérer une variation d'allure volontairement. J'ai du mal à penser que ces variations d'allure microscopiques sont volontaires. C'est-à-dire que l'athlète va se relâcher pour mieux repartir. Après, ça va très loin, puisqu'on parle de relâchement pour réutiliser la phosphocréatine. Donc, la phosphocréatine, c'est de l'énergie qu'on a à l'intérieur du muscle. Donc là, on va vraiment très très loin dans l'analyse. Véronique Billa, c'est son travail. Elle fait de la recherche. Moi, j'ai pas les compétences et j'ai pas le recul nécessaire pour me prononcer là-dessus. Franchement, je sais pas quoi dire sur cette histoire de reprendre de recréer de la phosphocréatine. Ça dépasse mes compétences. Après, comme tu l'indiques, Bruno, c'est vrai que sur certains profils de course, on ne va pas avoir le choix que de faire varier un petit peu son allure parce que dénivelé, parce que parcours un petit peu sinueux ou avec des relances. On a des courses qui sont pas totalement linéaires avec des boucles. Dans ce cas-là, la régularité est un petit peu mise à mal. Faut peut-être aussi prendre en compte ce paramètre topographique que les courses peuvent nous offrir. Exactement. Alors là, quand tu me dis ça, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est les 100 km de Millau. Épreuve que je connais bien aussi. Quand on me demande comment gérer l'allure sur un 100 km comme celui de Millau, ben là, il y a pas de notion de régularité. C'est impossible. On ne peut pas courir les 100 km de Millau de manière régulière. On peut courir les 100 km d'Amiens tout plat ou de Steenwerk tout plat en ayant une gestion de course qui va se rapprocher de celle d'un marathon. Aux 100 km de Millau, la notion d'allure, elle n'a
aucun sens puisque c'est jamais la même allure. Il va falloir effectivement, en fonction des montées et des descentes, modifier son allure. Donc là, on va entraîner le coureur à gérer cette variation qui est quasiment qui n'est pas constante, mais qui revient de manière régulière en fonction de la nature du parcours. La notion de gestion d'allure sur un trail, ça n'a pas de sens non plus. On ne peut pas gérer sa course de manière régulière quand on fait une épreuve sur un parcours avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de variations. C'est pas possible. Pour revenir sur cette stratégie de negative split, bien souvent, c'est les conditions de course qui nous l'imposent, avec des départs qui sont très embouteillés, très fermés. On a du mal à trouver sa foulée parce qu'il y a beaucoup de monde dans les pelotons. On l'avait dit, tout ce qui est pris sera à rendre. Là, avec des sas qui sont parfois embouteillés, on n'a pas trop le choix que d'être un petit peu avec le frein à main avant de pouvoir se lancer. Dans ces cas-là, comment on peut faire? Parce que je sais que sur un 10 km, si tu perds quelques secondes dès le départ, ça va être difficile derrière de pouvoir rattraper l'allure qui sera ton allure cible. Et derrière, le chrono à la fin sera peut-être pas celui espéré. Comment on fait alors? Ouais, ça, c'est un vrai problème. On parle de Nicolas, son premier kilomètre, il doit être aux alentours de 4 minutes, alors que la vitesse cible, elle était plutôt aux alentours de 3,55. C'est vrai que c'est compliqué à gérer. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux de rester un peu relâché par rapport à ça, de prendre, c'est le cas de le dire, de prendre de la distance, de prendre du recul et de se dire, bon, c'est pas très grave si je perds 4 ou 5 secondes, parce que ce que ça va générer comme stress, ce que ça va générer comme énervement, qui n'a pas été doublé par des coureurs qui arrivent par l'arrière et qui passent comme des balles, qui essayent de se faufiler, qui parfois même poussent. Moi, je pense qu'on perd une énergie folle à faire tout ça. Donc, rester dans sa bulle, se dire c'est pas grave si je perds 4 ou 5 secondes, je vais de toute façon les rattraper après, parce que à l'inverse, si j'essaye d'accélérer absolument, si je me stresse, si je me mets de la pression, je vais brûler une énergie que je n'aurai pas à la fin de la course. Donc, c'est un peu dommage de se dire ça. Je comprends que ça crée des frustrations, mais vaut mieux. Trop de prudence ne tue pas la prudence. Par contre, comme tu le disais, tout ce qui est pris sera à rendre, et ces secondes-là qu'on veut essayer d'aller chercher, elles risquent de coûter très cher. Donc, prudence, même un peu trop, c'est pas très grave. Et puis après, en fonction des épreuves, essayer de trouver, le meilleur placement possible, même si maintenant, avec les courses où il y a 10 000, 20 000, 50 000 coureurs, c'est quand même très compliqué. Même dans les trails, j'ai encore cet exemple le week-end dernier, avec la Saint-Élion. Je fais un petit coucou à Patricia parce que je sais qu'elle nous écoute. Il y a des bouchons à la Saint-Élion, ça bloque, on peut pas passer, on est obligé de s'arrêter. C'est tout, c'est comme ça, on fait avec. La course est victime de son succès. Je serais tenté de dire, c'est peut-être un peu brutal, mais n'allez pas sur ces courses-là si vous voulez avoir quelque chose de limpide et de fluide. Il y a plein de courses sur lesquelles c'est fluide, c'est limpide. Il y a plein de marathons sur lesquels ça se passe très bien. Et sur lesquels il n'y a pas cette pression. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui vous gêne, allez sur des épreuves où il y a peut-être un peu moins de monde et où ce sera plus facile. Est-ce que l'on observe, Bruno, de ton regard et de ton expérience d'entraîneur, des profils de coureurs que l'on pourrait associer aux stratégies de course? J'entends par là, quelqu'un de fougueux, on le mettra peut-être finalement sur un positive split où naturellement, il sera dans ce tempérament d'aller beaucoup plus vite au début. Il faut que ça envoie, et puis on verra au bout de 4-5 km ce qui reste comme carburant. Ou à contrario, des tempéraments beaucoup plus réservés, beaucoup plus prudents, qui vont adopter soit la régularité, soit ce negative split. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les deux? Il y a effectivement, il y a une corrélation entre le tempérament, il y a des gens qui aiment prendre des risques et d'autres qui n'aiment pas. J'ai pas mal d'exemples de coureurs qui se disaient, j'ai pris un risque, ça n'a pas passé, ça passera la prochaine fois, ça finira par passer. Voilà. Moi, je prétends pas détenir la vérité, mais ça fait quand même 50 ans que je suis dans ce milieu. Les courses avec prise de risque sont rarement les courses qui permettent de battre son record personnel. Donc moi, j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec un coureur qui me disait, mais non, mais moi, quoi qu'il arrive, je suis obligé de partir vite. Alors oui, je sais, je suis pas dans les cases, mais moi, je fais toujours mes premières parties de course plus rapides.
Et la première réponse qui me vient à l'esprit dans ces cas-là, et donc du coup ça répond à ce que tu viens de me dire, essaye la stratégie de régularité, essaye au moins une ou deux fois la stratégie d'être plutôt en retrait au début, et puis tu compareras, parce que dire moi j'ai besoin de partir vite, moi c'est comme ça que je réussis, ouais, ok, mais à condition d'avoir essayé l'autre stratégie. Moi, si je prétends que la régularité est la stratégie la plus efficace, c'est parce que j'ai constaté à maintes reprises, et on a donné tous les exemples là pour abonder dans ce sens-là, j'ai constaté à maintes reprises que quand le coureur prend un risque, même minime, souvent, au bout du compte, ça paye pas. Et on peut le voir aussi avec Kipchoge, qui a loupé des marathons parce qu'il s'est un peu surestimé ou parce qu'il n'était pas en forme le jour J. Donc, c'est valable pour tout le monde. Si on part au-dessus de ses capacités physiques, je suis pas certain que ça permette d'être performant et de battre ses records. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce décrochage que l'on observe sur des athlètes qui, quand ils ne sont plus dans cette allure, justement, vont avoir les jambes qui stoppent? Est-ce que c'est la tête qui commande tout le reste? Est-ce qu'il y a vraiment un décrochage psychologique à partir du moment où on voit que l'objectif n'est plus atteignable et s'éloigne kilomètre après kilomètre? Oui, c'est ça. Je pense qu'on est vraiment dans une conjonction des deux facteurs. Moi, j'ai coutume de dire que on me disait souvent, mais ouais, le 100 km, tout est dans la tête. Et je répondais toujours, non, tout n'est pas dans la tête. C'est pas une question que de mental. Si vous n'avez pas les jambes, vous avez beau avoir tout le mental, le meilleur mental du monde, vous n'arriverez pas à courir. Et si vous avez les meilleures jambes du monde et que vous n'avez pas le mental qu'il faut, et vous n'arriverez pas à courir non plus. On le constate. Moi, je l'ai constaté en équipe de France. J'ai eu le privilège, je le répète souvent, d'entraîner Pascal Fétizon. Non seulement il y avait un physique exceptionnel, mais il avait aussi un mental exceptionnel. C'est-à-dire que quand il avait cette faculté que je n'avais pas, alors que j'étais en équipe de France avec lui, mais qui fait la différence entre un meilleur mondial et un dixième. Il avait cette faculté mentale d'aller chercher des ressources que moi je n'étais pas capable d'aller chercher. Donc, je pense que c'est vraiment une combinaison des deux. Mais quand on part au-dessus de ses capacités physiques, on a physiologiquement des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'on va utiliser plus de glucides, donc on va être sur un carburant qui est très performant, mais qui, au bout du compte, risque de manquer. Donc, quand on part trop vite, c'est un peu comme si il y a un effet starter sur le corps. Donc, cette énergie, toutes ces glucides qu'on aura brûlés, soit en se stressant, soit en s'énervant, soit en partant trop vite, elles vont manquer à la fin. Donc, on va passer sur un carburant qui est moins performant. On va pas parler du mur du marathon parce que c'est pas le sujet, mais c'est un peu ce qui se passe. On passe sur un carburant qui est moins performant au fur et à mesure du temps. On a épuisé son stock de glucides. Donc ça, c'est la raison physiologique de la réduction d'allure. Et puis, comme tu le disais, souvent ça, c'est combiné avec des douleurs qui commencent à apparaître. Et puis l'objectif qu'on voit disparaître, qu'on voit s'éloigner, et là du coup c'est la conjonction des deux facteurs qui fait que la vitesse baisse, parce que à la fois on est physiquement un peu diminué, mais on est aussi psychologiquement atteint. Alors c'est pas quelque chose que j'invente, ou c'est pas une vue de l'esprit. Moi j'ai beaucoup côtoyé, et moi-même je l'ai vécu, des coureurs qui font des 100 km, qui font des 24 heures. Sur 24 heures, c'est extraordinaire. Vous avez des gens qui marchent, qui ne peuvent plus courir, et la dernière heure, ils repartent à fond les ballons. Donc c'est bien la preuve que, au-delà de l'épuisement physiologique, il y avait aussi un épuisement mental. Alors 24 heures, forcément, on est dans l'extrême, mais c'est bien la preuve tangible que le mental est quand même capable de faire réaliser au corps des choses qu'on ne croyait plus possibles. Donc la part du mental combinée à un affaiblissement du potentiel physique fait que la fin de course elle est doublement difficile. Et de voir peut-être sur des courses où l'on a été régulier ou dans une forme de négative split très légère, de pouvoir remonter des coureurs, de doubler, d'avoir une foulée qui est bien plus rapide que les concurrents qui sont à côté, ça donne du boost et finalement, on finit quand même la course dans de bien meilleures dispositions qu'à l'inverse. Quand on a usé un petit peu trop du carburant dans la première moitié de course et qu'il reste plus grand-chose dans le moteur, derrière, faut finir et se forcer à aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, on est dans deux stratégies là aussi mentales et psychologiques différentes. C'est ça. Et ce petit supplément d'âme dont on a besoin à la fin, parce que c'est dur pour tout le monde.
c'est dur pour tout le monde. Je connais pas un marathonien qui n'ait pas des difficultés dans les 4, 5, 6 derniers kilomètres. C'est dur pour tout le monde, c'est normal. Donc ce petit supplément d'âme dont on a besoin pour aller chercher les ultimes ressources qu'on a encore à sa disposition, on va le trouver dans une course où on est dans une stratégie positive, voilà, on est vraiment dans le cercle vertueux. On double les os de la tête, on est vraiment, on a une image de soi qui est positive. Tous les facteurs positifs sont enclenchés, sont rassemblés, et du coup voilà, on va avoir beaucoup plus de facultés à aller chercher ces dernières ressources qu'on a. Donc c'est vrai, c'est ça aussi. Et puis, enfin, il suffit de regarder dans les pelotons quand on voit quelqu'un qui finit fort, qui finit dans une bonne dynamique, et quelqu'un qui finit voilà, la tête baissée, en difficulté. Enfin, moi je pense que la course à pied ça doit être du plaisir, c'est un épanouissement. Donc non seulement c'est plus performant, mais en plus c'est plus épanouissant. Donc pourquoi se priver d'une fin de course qu'on maîtrise et qu'on réalise parfaitement bien? Bruno, est-ce qu'on peut déjà dans un premier temps donner quelques conseils pour les auditeurs de façon à ce qu'ils mettent en place la bonne stratégie? On l'a dit, il n'y en a pas une parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Comment on peut construire sa stratégie en fonction de la course à laquelle on se prépare? Alors déjà, analyser les besoins, analyser la course. Est-ce que c'est une course plate? Est-ce que c'est une course avec du dénivelé? Donc, de quelles ressources je vais avoir besoin pour réaliser mon objectif en fonction du type de course? Comment je vais devoir gérer ma stratégie? Donc déjà, analyser la nature de la course. Puis, dans un deuxième temps, se dire, voilà, moi, sur ce type de course, quel objectif est-ce que je peux me fixer? Quel objectif réaliste je peux atteindre? Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel il va falloir réfléchir et travailler. Et puis, une fois que cette stratégie, elle est mise en place et qu'on a fixé son objectif, définir l'allure de course et la répéter à l'entraînement, la répéter jusqu'à ce que une fois en plus, moi aussi je répète, c'est qu'on puisse courir quasiment les yeux fermés à cette allure de course. Donc ça fait partie de cette bibliothèque de sensations, bibliothèque d'allure dont on a déjà parlé, de ne pas forcément être dépendant de ce petit objet qu'on a autour du poignet, qui peut nous aider. Tu vas peut-être nous donner quelques conseils sur l'utilisation de cette montre au niveau de la stratégie, mais d'essayer de s'en détacher au maximum et d'être dans le ressenti, ce qui se passe en nous quand on est à l'allure de course. Voilà, c'est ça. Après, une fois qu'on a travaillé cette allure, qu'on est capable, les yeux fermés, de la réaliser, il y a le jour J souvent un gros décalage. C'est-à-dire que cette allure qu'à l'entraînement, on maîtrise les yeux fermés, on est capable le jour J de perdre un peu ses repères, parce que le jour J, on a cette faculté avec l'ambiance, avec la motivation, avec le repos aussi, parce que souvent les séances d'entraînement, elles sont réalisées avec un peu de fatigue. Donc c'est vrai que le jour J, on peut avoir l'impression qu'on court à son allure. C'est souvent ce qui piège les coureurs. On a l'impression qu'on court à la vitesse qu'on a répétée, et puis on est 5 ou 6 secondes plus vite. Et là, comme tu le disais, Seb, c'est important de se servir de la montre. J'ai coutume d'utiliser l'expression, c'est le chronomètre, mais M-A-I-T-R-E. C'est le chrono qui est le maître. Dans les premiers kilomètres de la course, le chrono est vraiment d'une grande utilité, parce que les sensations peuvent être faussées. Je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui ont couru ont été confrontés à ça. On part, on se dit, je fais la bonne allure, et en fait, on est 10 secondes au-dessus parce qu'il y a du monde, parce que c'est l'euphorie, parce qu'on est reposé, parce qu'on est motivé. Voilà, tous ces facteurs mentaux dont on a déjà parlé. Donc là, la montre, elle va être très utile. C'est le chronomètre, c'est le chrono qui est le maître, et c'est pas les sensations, et c'est pas le ressenti, parce que elles peuvent parfois le jour J être trompeuses. Je parle des premiers kilomètres, parce que très vite, quand on va être installé dans la bonne allure, les sensations qu'on a l'habitude d'avoir, elles vont revenir. Donc vigilance au départ. Et au niveau du tracking, on regarde quoi? Tous les kilomètres, si on passe dans les bonnes allures, ou de façon peut-être un petit peu plus régulière sur des courses de 10 km, est-ce qu'on va avoir un œil un petit peu plus rivé sur la montre? Alors il y a une fonction qui est extraordinaire, je trouve, que moi je recommande à tout le monde d'utiliser, c'est l'autolap. Donc voilà, on va mettre l'autolap, on s'occupe de rien. La montre va vibrer, et un petit coup d'œil sur la montre pour savoir si on est effectivement à l'allure prévue. Alors attention, avec l'autolap aussi, il faut être vigilant. Moi j'ai fait un 10 km il y a pas tellement longtemps, c'est un 10 km officiel, mesuré, et mon autolap vibrait
à des distances différentes des kilomètres marqués au sol. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toujours un décalage. Les gens disent, mais j'ai fait un 10 km. Alors moi, par exemple, j'avais 10 km 18, j'avais 10 km 200. Mais le 10 km faisait bien 10 km parce que le mesurage officiel prévoit toujours une marge supplémentaire. Donc, ne vous étonnez pas quand vous faites un marathon de ne pas avoir 42,195. C'est pas possible. Si vous avez 42,195, c'est que le marathon ne faisait pas un marathon. Donc, on a toujours plus que la distance. On va avoir 21,3, on va avoir 42,5, 42,6. Donc, les gens grognent un peu, mais ne vous étonnez pas, c'est normal. Sur un 100 km, on va avoir 101 km ou 102. C'est normal. Donc, attention, les temps de passage, faut pas les prendre au pied de la lettre. C'est plutôt quelque chose qui va vous dire, voilà, je suis dans la bonne allure, mais les vrais temps de passage, ce sont les temps de l'organisation. C'est ça, c'est de voir après si on a un 10 km mesuré par Garmin ou mesuré par l'organisateur. Et il y a parfois un petit décalage. On en avait parlé dans notre premier épisode tous les deux où je débriefais mon 10 km de l'Indien et j'avais 10 km 100, 10 km 200. Alors, je savais pas quelle marque chronométrique prendre entre celle de l'organisateur ou celle proposée par la montre. Donc, comme tu l'as dit, c'est un outil, mais il faut quand même avoir un peu de lucidité et de distance pour s'en occuper de toutes ces données qui peuvent remonter sur nos montres. Qu'est-ce que tu mets d'ailleurs sur les cadrans que tu as en course, Bruno? Est-ce que seule la distance et le chrono sont mis en place ou est-ce que tu as ton allure instantanée, je dirais, qui va ressortir sur ton cadran de montre? Alors, je n'utilise jamais la vitesse instantanée et je déconseille de l'utiliser parce qu'elle n'est pas juste. Elle varie en permanence et c'est normal. Alors peut-être qu'un jour on arrivera à des outils où la précision sera vraiment instantanée, mais je ne sais pas, en tout cas pas pour l'instant. Donc moi, je mets toujours la vitesse moyenne et je conseille d'ailleurs aux coureurs d'utiliser cette fonction de vitesse moyenne puisque c'est la plus précise pour savoir à quelle vitesse on court. Donc en compétition, je vais mettre l'autolap et puis j'aurai donc ces temps au kilomètre avec cette précaution de cette marge d'erreur. Mais je ne me fie jamais à la vitesse instantanée, toujours à la vitesse moyenne. Eh bien, merci Bruno pour cette capsule sur la stratégie en course et les allures. On plaide pour la régularité, mais on va quand même inviter nos auditeurs à venir sur les réseaux nous indiquer quelles sont leurs stratégies. Est-ce qu'il y a du positif, du négatif split ou de la variation? On a choisi, nous, Bruno, la régularité ce matin pour conclure. C'est ça. Partir à la vitesse prévue, ne pas s'enflammer en cours de route parce que on peut avoir cette tentation d'accélérer quand on sent que ça va bien, puisque forcément, si on part à la vitesse de course, on va être plutôt en dedans. Et cette sensation, elle peut être un peu trompeuse. Donc voilà, partez à votre vitesse de course. Ne vous enflammez pas. Attendez les 3 quarts et puis dans le dernier quart ou dans le dernier tiers, vous pouvez lâcher les chevaux. Eh bien, merci Bruno. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très rapidement sur une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!